Merci de choisir la radio Orientale FM. Vous écoutez votre émission Rémi Ménez qui reçoit avec un très grand plaisir ce soir un professeur de français. Il s'agit de M. Tamba qui intervient au nouveau lycée. M. Tamba, sans plus tarder, je vais vous donner la parole pour que vous placiez quelques propos à l'endroit des auditeurs et auditrices de la radio Orientale FM. Merci beaucoup, M. Barry. Je dirais bonjour selon les circonstances et bonsoir pour d'autres. Je m'appelle M. Ibader Tamba, je suis professeur de lettres au lycée Massireba de Kédougou, communément appelé Nouveau Lycée. J'interviens dans les classes de seconde, de première et de terminale. Ok, merci M. Tamba. Comme je l'ai dit, on va aborder avec vous aujourd'hui une question lapidaire et laconique, c'est-à-dire qu'est-ce que la littérature. Mais on sait qu'avec une question pareille, seulement avec une question pareille, Chartres est parvenu à écrire une œuvre entière, n'est-ce pas? C'est pas pourquoi il serait très difficile d'aborder une question pareille en une heure, mais on va essayer de le faire avec vous. On va essayer d'abord d'appréhender la notion de littérature. M. Tamba, autrement dit, qu'est-ce que la littérature? Bon, vous avez déjà lancé le ton en disant que, en posant la question de savoir ce qu'est la littérature, vous nous avez donné la liberté aussi de faire comme à la suite de Jean-Paul Sartre, qui, nous le notons bien, a fait paraître une œuvre datant de 1947 où il discute de notions littéraires et il titre cette œuvre « Qu'est-ce que la littérature ?» En titrant cette œuvre « Qu'est-ce que la littérature ?» on se pose trois questions. D'abord, on dit « Qu'est-ce que la littérature ?» Pourquoi écrit-on et pour qui écrit-on? Voici les trois principales questions qui sont posées à travers cette œuvre. C'est un monument de la littérature Jean-Paul Sartre que nous saluons, dont nous saluons la mémoire. Mais aussi, il faut rappeler que quand on dit qu'est-ce que la littérature, pour maintenant entrer dans le vif du sujet, on dirait que la littérature est un ensemble. Mais à ses origines, la littérature vient du latin, le terme vient du latin littératura, et d'une autre dérivée latine qui est littera, qui signifie la lettre. Le pronom, comment dirais-je, ce substantif par pronom, ce substantif littera, indiquant la lettre, vouloir dire beaucoup de choses. La lettre entendue comme une lettre alphabétique, la lettre entendue comme notion littéraire, la lettre entendue aussi comme verbe. Il faut l'appréhender ainsi. Et en ce moment, quand nous appréhendons la littérature comme verbe, comme aspect verbal, comme aspect parolier, nous arrivons à dire que la littérature aussi admet qu'il y ait l'existence d'une communauté linguistique. Et cette existence d'une communauté linguistique est d'ailleurs très importante, du moment que dans la littérature, on admet que c'est un ensemble d'œuvres orales ou écrites, dira-t-on.
Maintenant, ce qui m'intrigue un peu, c'est le ou. Je préfère au ou le est. Je me résumerai en disant que la littérature, c'est l'ensemble des œuvres orales et écrites auxquelles on reconnaît une dimension ou bien une finalité esthétique. Selon une population donnée, un type linguistique nommé ou bien un genre particulier. D'accord. Ok. Monsieur Tamba, mais quelles sont les fonctions maintenant de la littérature? Par fonction de la littérature, on aimerait en admettre 4. Ce sont d'abord la fonction ludique, c'est le plaisir, c'est le divertissement. De 2, on a la fonction didactique, l'enseignement. Et à juste titre, dans la fable, Jean de La Fontaine dira, au niveau de la préface des fables, je me sers des animaux pour instruire les hommes. Aussi, nous avons une troisième fonction. C'est une fonction sociale, oui. La fonction didactique est une fonction sociale, mais aussi, parce que toutes ces fonctions sont aussi des fonctions sociales. Parce que la littérature, en son sein même, vise le bien-être social. Merci. Il y a une troisième fonction qui est la fonction d'engagement. La fonction d'engagement est une fonction sociale et aussi humanitaire, que nous verrons. On l'appelle également la fonction critique. Très bien. Donc, c'est la critique. Et des fois, on peut avoir un type de critique acerbe ou virulent. On peut avoir aussi la fonction qui est la dernière, et puis c'est l'ultime fonction, c'est aussi la fonction, si je puis m'exprimer ainsi, c'est la fonction la plus importante. Parce qu'en donnant la définition tantôt de la littérature, nous nous sommes dit que c'est l'ensemble des œuvres, mais pour une valeur, une dimension esthétique. Donc nous voulons parler de la fonction esthétique. Si nous résumons très bien, nous avons 4 fonctions, dont la fonction ludique, didactique, esthétique et la fonction d'engagement. Et la fonction d'engagement, c'est-à-dire la fonction critique. Mais M. Tamba, est-ce qu'on est écrivain ou bien on le devient? On est écrivain ou on le devient? Je pense que, je dirais plutôt qu'on devient écrivain. On devient écrivain par la force des circonstances. Et ces circonstances, des fois, sont des circonstances que nous-mêmes nous donnons. De par la lecture, de par la découverte, de par le voyage aussi. Parce que quand on dit qu'on est écrivain, on supposerait ou bien on présupposerait qu'il y a ici un don qui est en nous. Or, dans la littérature, et je vous renvoie toujours à Jean-Paul Sartre à travers sa fameuse œuvre, un roman autobiographique intitulé Les mots. La première partie des mots est titrée Lire. La deuxième partie est intitulée Écrire. Pourquoi doit-on lire avant d'écrire? On doit passer, par exemple, de l'apprentissage, de l'assimilation, d'abord, et ensuite à la production. Donc, de l'acquisition du savoir et à la production. Donc, ici, c'est comme qui dirait maintenant, c'est pour un peu paraphraser Victor Hugo qui parlait d'une énigme, de l'énigme du tombeau à l'énigme de la mort. C'est tout un passage, toute une procession à suivre. Et cette procession, c'est la procession de l'apprentissage, qui est au début et à la fin de tout processus. Donc, si on peut résumer, on dira que on n'est pas écrivain, plutôt on devient écrivain. Effectivement. Mais qu'est-ce qui inspire l'écrivain? L'écrivain est inspiré par plusieurs choses. Par exemple, au début de l'inspiration, on a la muse. Et il y a différentes muses. Les muses. Les muses, selon un aspect communément admis, les muses sont des inspirations. D'ailleurs, nous avons tendance à taquiner nos élèves quand nous sommes dans le cadre, nous allons un peu en parler dans le cadre du Parnasse. Nous taquinons nos élèves en disant que le Parnasse a aussi visé l'esthétique avec Théophile Gautier, comme théoricien, qui a théorisé l'art pour l'art. Et ici, il parle des muses comme étant les 9 déesses qui ont inspiré l'artiste, le poète, ou quel que soit l'écrivain. Mais vous êtes ici dans la mythologie grecque parce que les 9 les muses sont les 9 déesses qui habitaient avec le dieu de la beauté Apollon dans le mont Parnasse. Effectivement. Et pour en citer quelques-uns, nous avons Terpsichore, nous avons aussi la muse du chant nuptial et Erato. Nous avons la muse de la poésie, nous avons la muse. Aussi, nous avons un certain nombre de muses qui, pour chaque muse, a une fonction déterminée. Et maintenant, l'inspiration peut venir de cet aspect religieux, parce que par mythologie aussi, on confère une appellation religieuse.
Mais par aussi inspiration, on peut aussi partir de l'observation. D'où même l'origine des contemplations de Victor Hugo paru en 1856. Donc, il a observé, il a contemplé. Donc ici, vous voulez parler de la nature, parce que Victor Hugo, il disait que Platon se servait de la Bible pour écrire, et moi je me sers de la nature pour écrire. Victor Hugo, il l'a dit, mais il fait plus que cela. Il va au-delà même de la nature. Ici, il s'agit de quelle nature? Si nous parlons de la nature, généralement entendue, il s'agit de l'enveloppe qui nous environne. Mais il faut aller au-delà de cette conception, parce que les mots de Victor Hugo sont des mots surchargés, sont des mots entendus de manière polysémique. Parce qu'il faut entendre par nature, une mère protectrice. Donc l'environnement. Mais il faut aussi entendre par nature la nature intérieure, la connaissance de soi-même. La connaissance de son propre intérêt. Sa propre personne. Oui, on va à la rencontre de qui l'on est réellement. Donc on a les muses, on a l'environnement. Mais aussi on peut continuer en disant que le jeu social, le comportement des gens, les caractères comme aimerait parler... L'autrui donc. L'autrui, comme aimerait parler Jean de la Bruyère, dans le siècle classique, on peut dire que ce constat aussi, le fait d'observer les gens, peut pousser à une certaine inspiration. Mais on est toujours dans l'environnement. Effectivement. C'est ce qui se trouve autour de nous. Effectivement. Mais est-ce que aussi il n'y a pas une inspiration qui peut venir de l'intérieur de la personne, de sa vie propre, de son quotidien? Effectivement, j'en avais parlé quand je parlais de nature intérieure, à la rencontre de soi-même. Parce que des fois, on se dit, à quoi bon la littérature, du moment que la littérature, nous, par exemple, qui sommes dans le bain de la littérature, nous disons que la littérature sert au bien-être de l'humanité. Et ce qui sert au bien-être de l'humanité nous donne des réponses, comme la philosophie, comme la science. La science apporte son lot de bienfaits, la philosophie apporte son lot de réponses qui se transforment le plus souvent en lot de questionnements perpétuels. La littérature aussi apporte une solution à la vie. Ça adoucit, ça sert à l'évasion, ça sert aussi à la morale et à l'éthique. Parce que la littérature aussi, il faut le dire, la littérature appartient à la culture. D'accord. Monsieur le magistrat, pour résumer et permettre aux élèves de noter, on peut dire que l'écrivain peut s'inspirer par les mises, par l'environnement, mais aussi par sa vie quotidienne, par sa propre personne. Effectivement. On va continuer et parler d'autres choses également, mais on a parlé d'inspiration. Et on sait que nous, au Sénégal, souvent on se réfère, la base de notre littérature, c'est la littérature française. Mais qu'est-ce qui a inspiré les premiers écrivains français? Les premiers écrivains français, nous allons donner un siècle, précisément le XIIe siècle. C'est à partir du XIIe siècle qu'on voit une émergence d'écrits. On est dans le Moyen-Âge, oui. Nous sommes dans le Moyen-Âge. Nous sommes dans une émergence d'écrits et les gens sont façonnés. Et en ce temps-là, qui détenait l'écriture? C'était les hommes d'église. Très bien. Et c'était les hommes d'église qui détenaient l'écriture et aussi l'éducation en général. Donc, ils pouvaient en faire ce qu'ils en voulaient. Une grande partie de la population n'était pas au courant des choses réellement admises. Donc il y avait une éducation élitiste. Très bien, une éducation élitiste et élitaire, si l'on peut parler ainsi. Donc, étaient choisis les fils de riches, donc de la noblesse. Mais exactement, il s'inspirait de quoi? C'est-à-dire, en écrivant à ce moment-là au Moyen-Âge, il s'était basé sur quoi? Il s'était basé généralement de la religion. De la religion. Mais quand on prend par exemple les chansons de Zest, la chanson de Roland, mais c'était pas religieux quand même, oui? Les chansons de Zest sont assez révélatrices d'une notion de l'éloge, de l'épique, de l'héroïsme. Parce que si nous voyons, il y a un genre qui s'appelle l'épopée, ici, qui est un peu, comme qui dirait, la mère ou bien la fille de la chanson de Geste. Parce que pourquoi distingue-t-on la chanson de Geste ou bien la chanson de Roland? La chanson de Roland, il faut aussi un peu revenir sur l'histoire de ces chansons. Ici, on parle des troubadours et des trouvères.
des troubadours du sud de la France et des troubadours du nord de la France, qui vont maintenant faire l'éloge du héros, ou bien l'éloge d'un temps glorieux de la France. Donc, c'est ici un rappel, hein, un pic de mémoire pour un peu dire à cette jeune génération qui est là que nous avons eu un passé glorieux. Pour célébrer l'héroïsme. Très bien. Pour célébrer l'héroïsme devant ici ce courage, devant l'abnégation et pour pousser, pour haranguer les jeunes aussi à prendre ce pouvoir-là de la connaissance. De la connaissance. Ok. Mais pourquoi, M. Tamba, avec l'arrivée des écrivains de la Renaissance, eux, ils ont prôné un retour aux œuvres de l'Antiquité, au détriment des œuvres du Moyen-Âge? Très bien, ils ont prôné ce retour parce que tout simplement, dans la période du Moyen-Âge est appelée période de l'obscurantisme. L'obscurantisme par rapport aussi à la religion, par rapport à cet aspect sclérosé. Parce que ici, à la non-utilisation de la raison. À la non-utilisation de la raison. Mais si on dirait la non-utilisation de la raison, on insulterait quelque part l'intelligence des gens du Moyen-Âge. On ferait table rase, pour paraphraser quelques écrivains, des notions qui ont existé et qui ont été bafouées ou bien oubliées. Donc, non, si je dis ça, c'est juste parce qu'avec une chanson de Zef, on sent l'héroïsme. Par exemple, quand tu entends une chanson de Zef, tu vas répéter la même chose. Tu ne vas pas te demander est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai et tout ça. Donc on utilise point la raison, on est en train de se faire du civisme. Très bien. On est en train de faire du civisme, mais du moment qu'on est en train de faire du civisme ici, il faut admettre aussi la différence qu'il y a entre mythe, légende et réalité, ou bien fiction. Nous allons en parler encore, mais la chanson de Zef aussi a permis de passer aussi à la période de la Renaissance et à l'humanisme. Il faut admettre cela. C'est un passage, même si tout n'a pas été mauvais aussi. C'est une transition. C'est une transition. Tout n'a pas été mauvais aussi. Dans le Moyen-Âge. Effectivement. Okay. Mais quand on regarde également, bon, avec la littérature de l'Antiquité, quel était son soubassement? Elle avait ses racines où? Bon, elle avait ses racines dans le fait aussi de la religion, elle avait ses racines dans le fait de la société. Elle avait ses racines aussi ancrées dans le fait aussi de la langue et de l'esthétique. Elle avait ses raisons aussi, sa raison d'être, dans le fait aussi des influences, des sources entre les différentes peuplades. Il ne faut pas passer sous silence le fait qu'on puisse dire littérature antique et qu'on puisse rattacher la littérature antique par une littérature généralement admise comme une littérature inspiratrice. Okay. Je m'explique. Une littérature inspiratrice de quoi? Une littérature qui a inspiré les écrivains et du XVIe siècle et du classicisme. Prenons de manière explicite le classicisme avec ses différents écrivains. Nous avons quelque part Racine et Corneille pour la tragédie, Molière de son vrai nom, Jean-Baptiste de Poquelin pour la comédie, Jean de La Fontaine pour la fable et les autres. Mais si nous prenons les écrivains de l'Antiquité, nous avons qui? Euripide et Sophocle pour la tragédie. Ils ont été suivis, ils ont été imités par Racine et Corneille. Et Homère. Homère, c'est pour Homère le plus souvent. Homère, c'est pour l'épopée. Homère, oui. Il a écrit. Mais c'est eux qui ont précédé. C'est eux qui ont précédé. Et pour la fable, nous parlerons de qui? Nous parlerons des hommes qui a été suivi par La Fontaine. Et pour la comédie, nous parlerons de Claude, qui a été suivi aussi par Molière. Il y a ici un lien très direct. Ici, l'imitation des anciens se traduit par une notion de vrai semblant. Donc, et durant l'Antiquité aussi, les sujets, les thématiques débattues étaient les thématiques qui approchent toujours la cité, la politique et la religion surtout. La politique, la religion, c'est-à-dire qui mettait au centre de la pensée l'homme. On parle de la politique, on développait certaines idées, par exemple, ce qui a été à l'origine également de la polémique entre les présocratiques et les Socrates. Les présocratiques mettaient l'accent sur la nature, et avec l'arrivée de Socrate, il a tout bouleversé, il a mis l'homme au centre de la pensée. Effectivement, pourquoi on met l'homme au centre de la pensée? Parce que l'homme, on a tendance, on ne peut pas parler nos amis philosophes, l'homme est un animal culturel, l'homme est un animal
pensant. Donc tout devait tourner autour de l'homme. Mais quand tout tourne autour de l'homme, l'homme aussi doit apporter des solutions par rapport à lui, à lui-même. C'est ce civisme, excusez-moi du terme, qui s'est poursuivi jusqu'au XXe siècle. Et si nous interrogeons ici un Albert Camus, par exemple dans l'étranger, antérieurement, la littérature comprenait une société qui s'interrogeait. Et de manière moderne, la littérature va comprendre un individu qui interroge la société vis-à-vis au mot FAUX que la société dégage, vis-à-vis au mensonge social, vis-à-vis à ce que... L'état de la société. Effectivement, l'état est vice de la société. Il faut les interroger donc. Ok. Mais, M. Tamba, la littérature procède-t-elle de la réalité ou bien de la fiction? La littérature procède des deux. De la réalité d'abord, parce que la littérature peut s'inspirer de faits réels. Et nous avons le cas de l'autobiographie où l'écrivain parle de sa propre vie sans y ajouter quelque chose. Mais attention, et je m'adresse aux élèves, je parle à l'endroit des élèves. Mais est-ce qu'il n'est pas difficile de parler de toi sans pour autant ajouter ou bien retirer quelque chose? C'est cette différence que je veux marquer et faire remarquer. Okay. Parce que quand on parle d'autobiographie, on est censé ne rien ajouter et ne rien diminuer de sa vie. On est censé dire la réalité, donc la vérité. Mais du moment qu'on ajoute quelque chose, nous sommes dans l'autofiction. L'autofiction est une dérivée de l'autobiographie. Okay. C'est la différence majeure qu'il faut marquer entre l'autobiographie et l'autofiction. Donc, la littérature aussi peut procéder de la fiction, parce que toute œuvre est une fiction. D'ailleurs, à la parution de Mme Bovary, Gustave Flaubert va répondre de cette parution devant les cours, au tribunal. Et si vous voyez la dédicace première portée au livre, elle s'adresse à son avocat, à l'avocat de la défense, qui dit que c'est à partir de ce moment que les réalisateurs, les scénaristes et les cinéastes vont porter cette fameuse expression à la tête de leurs films et autres, et pièces de théâtre. Parce que toute ressemblance à la réalité n'est que pure fiction. Nous avons cette fameuse phrase qu'on a toujours devant l'écran ou bien devant les livres. Pour marquer qu'ici, une œuvre peut aussi procéder de la fiction, de l'imagination, d'une pure création. Une création peut aussi s'inspirer de la réalité. C'est la troisième tendance. Donc, mais ça s'inspire de la réalité, mais ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une réalité. Si nous étudions ce qu'on appelle l'onomastique, les noms propres de personnes, ou bien les situations sociales, ou bien si nous faisons ce qu'on appelle la toponymie, cela semblerait réel, cela semblerait comme qui dirait des notions que si on écrit par exemple, si on a Mirage de Paris, Ousmane Socé, il annonce des lieux qui existent et qui continuent à exister jusqu'à présent. Mais le récit en tant que tel, il faut l'interroger. Est-ce que le récit en tant que tel existe? Mais non, le récit en tant que tel procède de l'écrivain. Tout vient de lui, tout est création de l'écrivain. Mais pourtant, il y a un écrivain qui disait que le roman c'est comme un miroir qu'on promène dans la rue. Donc ce miroir-là reflète la réalité. Oui? Vous croyez? Oui, une déformation de la réalité. Vous croyez? Ce n'est même pas le reflet de la réalité, ce n'est même pas une déformation de la réalité. C'est ce que Guy de Maupassant dit en critiquant un peu les réalistes en disant qu'on ne peut pas faire une description, une définition, ou bien qu'on ne peut pas réaliser textuellement la réalité. On ne peut faire qu'une interprétation de la réalité. Le miroir, nous croyons, nous, que tout ce que le miroir nous renvoie est vrai. Mais si nous regardons les cristaux qui constituent le miroir, nous saurons que des fois, l'image est exagérée au niveau des couleurs ou bien au niveau de la tête. Parce qu'un miroir qui est mal fait, excusez-moi, peut renvoyer toute une autre image. N'est-ce pas? Donc le miroir ici, c'est un reflet. Et je vous renvoie aussi à l'art purement de la peinture ou bien à l'art du reflet. Et l'ancêtre du miroir, c'est quoi? C'est l'eau, avec la fameuse histoire d'un certain Narcisse. Il est ému d'un trop grand amour de lui-même, il se met jusqu'à tomber dans l'eau. Donc le miroir, c'est l'illusion. Et l'illusion, ce n'est pas la réalité. Ok, M. Tamba, illustrons un peu. Quand vous prenez par exemple une œuvre qui a marqué la littérature africaine, je veux nommer Wangre de Amadou Ampateba. Lui, il soutient Irbi Orbi que c'est une pure réalité parce qu'il n'a fait que narrer ce que Wangre, qui s'appelle en réalité Samba Traoré, l'a raconté de sa vie.
de sa vie. Et quand on dit quelque chose, je ne suis pas dans le contredit de ce que vous avancez. Je suis toujours dans le soutien de ce qu'on appelle le mentir vrai, comme dans le roman. Des fois, Deli Mamadou Kouyaté l'a dit lors d'un récital, que nous griots aimons dire aux gens ce que nous voulons leur faire savoir. Et ça, c'est chargé de connaissances, mais c'est aussi chargé de non-dits. Quand nous lisons entre les lignes, ou bien quand nous lisons entre ces paroles, nous saurons que le griot, aujourd'hui, a traversé des âges et il a changé de fonction. C'est comme qu'il est dans Wangre aussi, pour avoir lu le livre, on saura aussi que c'est jeu qui parle. Donc nous dirons que le jeu est haïssable, parce qu'on montrera son égoïsme, son hypocrisie. Mais attends, c'est jeu, on a utilisé un jeu. Très bien. Mais est-ce que ici, le jeu, c'est pas pour rester fidèle aux propos de Wangre, parce que Amadou Ampateba pouvait dire il, mais lui, il dit je. C'est pour montrer que c'est pas lui qui parle, c'est plutôt Wangre qui raconte sa vie. C'est pourtant assez vrai de le penser ainsi, mais nous pensons que quand l'écrivain, et je vous renvoie aux gens comme Roland Barthes, qui sont des critiques littéraires, parce qu'il faut interroger aussi le plus souvent les critiques littéraires, et aux gens comme Jean-Paul Sartre, qui soutiennent le fait que je est un autre. Et ce questionnement revient le plus souvent lors de nos dissertations, lors de nos discussions avec nos élèves. Si vous dites à un élève, je est un autre, mais il dit cet autre-là, c'est qui? Il faut qu'on aille chercher cet autre-là, parce que cet autre-là, c'est la façon de donner le discours, la façon de parler le discours, la façon d'augmenter quelque chose au discours réel. Est-ce que nous pouvons, à suffisance, démontrer par des preuves, par des preuves réelles, que tel discours procède du jeu uniquement? Parce que ce n'est pas, on fait parler Wangren, mais qui est Wangren? Est-ce qu'on a une fois vu Wangren? Donc voici les questions des fois qui terrorisent l'esprit des littéraires et qui n'arrivent même pas à trouver des réponses exactes. D'autant plus que Victor Hugo disait que insensé, celui qui pense que... Je ne suis pas toi. Je ne suis pas toi en parlant de moi. Je parle de vous. Ok. La destinée est une. Okay. Parce que si nous vivons en communauté, nous devons avoir des situations de vie semblables. Et Victor Hugo a si bien dit, en paraphrasant aussi Terence, qui est un écrivain de l'Antiquité, un penseur de l'Antiquité, qui disait, bon, excusez-moi de dire écrivain de l'Antiquité, penseur de l'Antiquité, c'est plus adéquat. Et Terence disait ceci, je suis humain, et tout ce qui touche à l'humanité ne peut pas être étranger. Donc, dans la société où nous vivons, nous devons aussi vivre dans la sociabilité. Nous devons aussi voir ce qui touche l'autre, nous touche directement. Okay. Mais souvent aussi, par exemple, en parlant de littérature, on parle de courants littéraires, de mouvements littéraires, d'écoles de pensée. Y a-t-il une différence entre ces concepts-là? Quelque part dans nos recherches, nous avons rencontré des gens qui ont émis l'idée que le courant littéraire est différent du mouvement littéraire. Nous commençons par la définition assez simple du mouvement littéraire. C'est quoi un mouvement littéraire? Un mouvement littéraire, c'est un ensemble d'écrivains et d'œuvres dans une volonté commune. Cette volonté commune est appelée le manifeste. Okay. Et ils diront que dans... Ce sont ces gens-là qui parlent, ce n'est pas M. Tamba. Et ils diront que dans une certaine perspective, le courant littéraire, c'est l'ensemble de manifeste. Nous disons non, totalement non. Quelque part, pour simplifier la compréhension aux élèves, un courant littéraire est égal à un mouvement littéraire. Pourquoi? C'est la même chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, même dans les dictionnaires les plus spécialisés de l'expression française, comme le petit lettré, on verra que par courant littéraire, ils préfèrent mouvement littéraire. Qui dit courant dit mouvement? Il y a la mouvement. Oui, il y a le soulèvement, il y a le refus. Très bien. Le refus d'une chose ou bien l'acceptation d'une chose. Okay. Donc, mais parlons d'école littéraire. L'école littéraire. Si nous parlons de l'école littéraire, je vais prendre exemple sur le XVIe siècle. Au XVIe siècle, nous avons une illustration des plus parfaites de cette différenciation. Nous avons la Renaissance, l'humanisme et la Pléiade comme école poétique. Mais qu'est-ce qu'on dit de la Renaissance? Donc on dit que la Renaissance est un mouvement littéraire, ce qui est tout à fait faux. Excusez-moi. La Renaissance n'est pas un mouvement. La Renaissance est une période, c'est une mutation, c'est un changement, c'est une métamorphose. Mais le mouvement, le courant littéraire dans la Renaissance, c'est l'humanisme. Okay. Avec les François Rabelais. Donc,
Au niveau de l'humanisme, on a ce qu'on appelle une école littéraire. L'école littéraire se trouve au niveau d'un courant. Un courant, c'est une idéologie. Et l'école ici, c'est la particularité c'est comme une branche d'une certaine idéologie. Nous avons le communisme, le socialisme. D'abord, au début, et je parle sous la surveillance des professeurs de géographie, au début, nous avons le communisme et le socialisme s'est extirpé du communisme. Donc, l'extrême gauche et la gauche. Donc, on a l'humanisme et tous les poètes, les 7 poètes, de Ronsard à Jean Pelletier Dumont, tous ces 7 poètes appartiennent à l'humanisme. Un poète de la Pléiade est aussi un poète de l'humanisme. Donc, l'humanisme est un courant littéraire, la Pléiade est une école littéraire, surtout par rapport à la particularité du genre. C'est la poésie. La poésie. Ok. C'est très clair, monsieur Tamba. Mais qu'est-ce qui a présidé à la naissance de ces courants littéraires? Ce qui a présidé à la naissance de ces courants littéraires, c'est par exemple un besoin de vivre en communauté, un besoin d'écrire en communauté, un besoin de porter haut et fort une idéologie d'écriture. C'est-à-dire de se départir de la façon de faire des anciens, qui ont précédé. Des prédécesseurs, effectivement. Par exemple, si nous voulons aussi dater l'écriture, nous dirons que l'écriture c'est au 16e, c'est au 12e siècle. Avec quel écrit précisément? Il faut que les élèves le sachent. Avec l'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh, on parle de romans, de chansons de gestes, comme étant les premières écritures. Mais il y a aussi le manuscrit de l'épopée de Gilgamesh. Très bien, avec Gilgamesh et les autres. Mais c'est le manuscrit le plus ancien qui soit à travers l'écriture. Nous allons revenir en des débats plus profonds sur cette œuvre. Mais pour l'instant, limitons-nous à la question qui a été posée, qui est de savoir aussi l'émergence, la naissance des courants littéraires. Et aussi, pour parler de cette émergence-là, de cette naissance, on peut dire que les courants littéraires qu'on peut admettre comme tels, le premier courant littéraire n'est pas enseigné malheureusement en classe de seconde. C'est la littérature courtoise du XVe siècle. Et c'est méconnu par les gens, et c'est malheureux, parce que c'est une littérature extraordinaire. Je rappelle que vous écoutez Rémi Ménage sur la radio orientale FM, qui a le très grand plaisir de recevoir ce soir M. Tamba, professeur de français au niveau du nouveau lycée. M. Tamba, on va marquer une pause musicale pour vous permettre de souffler un tout petit peu. On va revenir d'un moment à l'autre.
Ok, merci, merci. Retour dans le studio de la radio orientale FM. Juste, M. Tamba, on parlait tantôt des courants littéraires. Mais pour le profane que je suis, quand vous prenez par exemple deux courants littéraires, c'est-à-dire le naturalisme et le réalisme, le naturalisme est né en 1880, si je ne me trompe, et en 1885 est né le réalisme. Et à y regarder de très près en tant que profane, je me dis que ces deux courants-là ont le même objectif. Ou bien il y a une différence entre le naturalisme et le réalisme. Merci beaucoup pour cette question. Il faut savoir aussi que on commence d'abord, non pas par le naturalisme, on commence par le réalisme. On commence par le réalisme parce que tout simplement, c'est le réalisme qui date des années 80 et le naturalisme des années 85. Dans leur façon d'être, dans leur façon de voir le monde, il y a des similitudes, mais il y a une nuance à apporter par rapport à la différenciation. Parce que tout simplement, il y a des gens qui ne marquent pas la différence, la frontière qu'il y a entre le réalisme et le naturalisme. Mais pour la simple et unique définition, on va essayer de procéder à des définitions très simples. Le réalisme, c'est quoi? La transcription de la réalité. On n'y ajoute rien, on ne l'embellit pas. Donc c'est une description minutieuse de la réalité. Or, le naturalisme aussi, c'est une description minutieuse documentée, avec une observation de la réalité. Mais ici, il y a l'apport de la science dans le naturalisme. Les sciences expérimentales. Les sciences expérimentales. Ce qu'on n'a pas dans le réalisme. Effectivement. Si vous voyez l'angle aussi des manières d'écriture, vous verrez bien et à suffisance qu'un certain Honoré de Balzac, un certain, par exemple, Flaubert, un certain Stendhal n'écrirait pas de la même manière qu'un certain Émile Zola, même si c'est inspiré. Émile Zola, il est du naturalisme. Il naturalisme. est le chef de file d'ailleurs du naturalisme. Du naturalisme. Avec les frères Goncourt. Et les autres sont dans le réalisme. Dans le réalisme, les trois premiers cités. Donc, il y a une façon de voir. Et là-bas, la critique ou bien la documentation, elle est plus fournie dans le naturalisme que dans le réalisme pour les œuvres que nous avons lues. Nous tenons à préciser le contexte. Les œuvres que nous avons lues. Qu'est-ce que vous voulez par documentation? La documentation, c'est la recherche. Donc, pour écrire, par exemple, Germinal, il a fallu qu'Émile Zola puisse descendre dans les mines, dans les puits, pour voir comment vivent ces mineurs à Bordeaux, à Montsou et autres. Donc, ils retracent leur vie à travers Germinal. Également, comme on parle de sciences expérimentales, surtout avec la médecine, il irait jusqu'à essayer de voir les conséquences de l'exploitation des mines sur la santé et relater tout, en parler. Dans ce cas, il serait servi de ces sciences expérimentales-là qui sont nées conjointement avec le naturalisme. Qui sont nées conjointement avec surtout au lendemain également de la deuxième révolution industrielle. Oui. De 1850. Effectivement, cette deuxième révolution a constitué en une explosion démographique, mais aussi en une chose néfaste pour la France. Parce que ce qu'on peut appeler les campagnards, les cultivateurs ont quitté les campagnes pour les villes. Et cette bourgeoisie aussi montante devant la noblesse, fuyante de la Révolution française de 1789, aussi aura à voir en ces campagnards des mains fortes, des travailleurs. Et ils vont tout faire pour les sédentariser. Ils cesseront le déplacement de ville en ville. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas cet exode. Ce qui est plus important, c'est au niveau littéraire et au niveau du naturalisme pour le contexte de la littérature. Et au niveau du naturalisme, on verra que Émile Zola s'est inspiré de deux voire trois scientifiques. Le premier s'appelle le docteur Lucas. Le docteur Lucas qui a découvert quoi? Qui a découvert l'hérédité. Le second, c'est le docteur Claude Bernard. Le docteur Claude Bernard, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a mis en place la médecine expérimentale. Et d'ailleurs, Émile Zola va écrire en 1880 le roman expérimental. L'expérimentation devient ici le cheval de bataille
du naturalisme. On expérimente quoi? On expérimente des hommes dans une société qui les prime, dans un destin qui les accable. Et ici, il y a une similitude entre cette expérimentation chez les naturalistes et chez les réalistes, ce qu'on appelle la déchéance des personnages des romans naturalistes. Cette déchéance, c'est le fait de toujours voir un vice chez chaque personnage. Ce vice-là aussi est perçu chez les naturalistes comme étant ce qu'on appelle la fêlure. La fêlure, c'est quand l'homme est partagé entre le fait qu'il soit un ange ou bien un démon. C'est en ce sens-là qu'il faut comprendre la différence qu'il y a entre le réalisme d'une part et le naturalisme d'autre part. Ok. Donc on peut dire que le naturalisme s'est servi de l'apport des sciences expérimentales et c'est basé surtout de l'expérience qui est une des démarches des scientifiques après une hypothèse qui on fait l'expérience et ça fait partie des démarches des scientifiques. Donc c'est l'apport des sciences qui est la différence entre le réalisme et le naturalisme. D'autant plus que Champfleury, qui est l'un des fondateurs du réalisme, disait que le réalisme, son intention, c'est de peindre la réalité avec fidélité, avec objectivité, mais également avec impartialité, n'est-ce pas? Ok. Donc, M. Tamba, on a parlé de la France, on va essayer un peu de parler de l'Afrique. Quand est-ce qu'a commencé la littérature africaine écrite? La littérature africaine écrite, donc on diront que, et je vais surprendre mon monde, qu'elle a commencé à partir du XXe siècle, plus précisément en 1921 avec l'apparition de Batouala. De René Maran. Excusez-moi, ce fut un ancien diaspora. Il est de la Centrafrique, oui. Non, il est venu travailler en Centrafrique, okay. Mais il venait des îles des Caraïbes. Okay. Maintenant, il fait Batouala où il critique aussi cet asservissement du noir par le blanc. Et ça sera comme un déclic chez nous. Mais ce qui m'intéresse le plus souvent et ce que j'ai tendance à dire à nos élèves, c'est qu'il ne faut pas voir seulement Batouala, il faut voir l'antérieur, ce qui vient avant Batouala, les trois volontés de Mali. Les trois volontés de Mali. Écrit par Mapate Diagne. Mapate Diagne. Mapate Diagne. Mapate Diagne, ok. Ou bien Force Bonté. Force Bonté. De Bakary Diallo. Bakary Diallo. Il faut qu'on puisse aussi aller à la découverte et au questionnement de ces œuvres. Okay. Si nous admettons que ces œuvres sont des œuvres africaines, nous pourrons un peu oublier la date. Mais quand même, on est là au balbutiement de la littérature africaine. Effectivement, nous sommes au début de la littérature africaine, au début de l'écriture. Parce que si nous parlons de la littérature, et si nous, dans la définition que nous avons de la littérature, nous saurons que l'Afrique a toujours eu une littérature. Mais M. Tanda, celui qui n'a pas lu des œuvres pareilles, il a envie de savoir quelle vraiment était la particularité thématique et linguistique de ces œuvres-là, des œuvres africaines. Les particularités thématiques et linguistiques de ces œuvres-là, on va commencer par la particularité linguistique, par la littérature, parce qu'on l'adresse à la lettre. Commençons par la particularité linguistique. La particularité linguistique est une volonté pour le montrer ici qu'on a assimilé le message, qu'on a compris et qu'on sait mieux utiliser la langue mieux que le maître. Donc c'est une notion de révolte. Quand on dit que le disciple a dépassé le maître, c'est comme qui dirait ce petit enfant de noble, c'est comme qui dirait un Samba Diallo de Cheikh Hamidou Kane, qui va enfant, qui apprend des choses et qui revient, qui connaît beaucoup de choses et qui dépasse même le nègre. C'est comme qui dirait le personnage central, le personnage principal de Au pays mon beau peuple de Ousmane Sembène, qui revient à Ziguinchor et qui est jalousé par les Blancs du temps du colonialisme. Donc il y a toute cette notion de révolte et de religion africaine, il ne faut pas l'oublier, de culture africaine qui réagit et qui fait sursauter les gens à l'écriture, au désir d'écriture, au désir de donner une réponse. Parce que aussi, la littérature écrite africaine est une réponse par rapport
à un fait. Mais moi, je voudrais que vous en veniez sur le plan linguistique en parlant de la particularité de l'écriture même, de la façon d'écrire des Africains. La façon d'écrire des Africains, j'avais dit... Comparé par à la façon d'écrire des Français, oui. Quelle est la particularité? Il y a différentes particularités. Par exemple, on verra des Africains qui, en premier instant, vont écrire pour un peu paraphraser et pour écrire comme un certain Balzac. Ils vont copier, ils vont singer le blanc. D'autre part, et cette particularité est la meilleure d'ailleurs, il y a des écrivains qui s'approchent à leur plume pour aussi traduire dans un aspect linguistique leur parler local. Leur sentiment. C'est le cas de certains Ahmadou Kourouma à travers les soleils des indépendants. C'est le cas de Paul Azumé dans Dogi-Chimie où on sent nettement le pouvoir culturel africain. Donc, ils sont quelque part un peu éparpillés, un peu dispersés à travers les cultures généralement admises, mais ils sont enracinés dans leur propre culture. Il est question de cela aussi dans la littérature. Ok, mais c'est le plan thématique. Sur le plan thématique aussi, les thèmes les plus récurrents sont les suivants. Les thèmes les plus récurrents sont les suivants. Il s'agit aussi des thèmes comme la religion, l'impérialisme, la critique de l'impérialisme, du colonialisme, la reconnaissance de l'homme noir, et aussi, et après, de la liberté de l'Afrique. Par liberté de l'Afrique, on va nommer les indépendants, ce cri de ralliement autour des indépendants. Ok, le cri de ralliement autour des indépendants. On va terminer par la dernière question, M. Tamba. Quand on voit par exemple, quand on regarde le mouvement de la négritude, il y a deux personnages qui sont les plus connus, et c'est Césaire et Senghor. Pourquoi ces deux personnages-là n'ont pas la même virulence quand il s'agit de dénoncer la colonisation? Par virulence, vous pouvez dire aussi le même degré de critique vis-à-vis de la lutte, vis-à-vis des choses que les personnes veulent entreprendre. Ils n'ont pas la même virulence parce que tout simplement, Senghor, on peut dire qu'il est moins virulent qu'Aimé Césaire. En ce sens que Senghor n'a pas vécu l'esclavage, en ce sens que Senghor ne vit pas dans une île, parce qu'il faut comprendre aussi et surtout que la littérature des îles peut être appelée la littérature archipélique. Et cette littérature archipélique des îles, est une littérature très importante. Parce que le noir, qu'est-ce qu'il constate? Le noir constate la mer qui entoure cette île comme une prison. Et les autres, comme Senghor, ils n'ont pas vécu cela. Aimé Césaire a vécu l'esclavage. Ses grands-parents sont esclaves, ils ont été déportés. Senghor n'a pas vécu cela. C'est pour cela que Aimé Césaire, à travers ses poésies, à travers le cahier d'un retour au pays natal, il est plus dans l'aspect de la critique, il est plus dans l'aspect de la dénonciation, il est plus dans l'aspect de la virulence. Or, Senghor, il est plus dans l'aspect de la compréhension. C'est à juste titre qu'il dira que la colonisation est un mal nécessaire. C'est à juste titre qu'il pourra dire, je ne sais pas, que je sais que cet avis sera un peu partagé et critiqué, dit que l'émotion est nègre, la raison est hellène. Quelque part, et je l'admets à demi-mot, je le reconnais d'ailleurs comme un aveu de faiblesse, parce qu'il serait difficile d'expliquer cela, parce qu'il y a certaines personnes qui comprendraient autre chose que ce qu'on voudrait faire comprendre. Quand on dit que l'émotion est nègre, la raison est hellène, donc on dira que Senghor, quelque part, il nous a insultés. Mais il faudrait comprendre cette notion autrement. Il faut aller au-delà même des mots. Il faut aller dans l'observation, dans le constat de ces sociétés. Je ne fais pas dans l'avocat du diable, je ne défends pas Senghor. Quelque part, ça peut heurter même l'intelligence des gens. Mais il faut rester sensible à la littérature, parce que la littérature aussi, c'est une sensibilité, qu'on le veuille ou pas. La sensibilité, c'est aller au-delà du dépassement. La sensibilité, c'est aller au-delà même des mots. La sensibilité aussi, c'est interroger le discours de Senghor.
Et quand on interroge le discours de Senghor, on se dit des fois que le discours de Senghor porte un paradoxe. Non, Senghor n'a jamais été paradoxal. Il fallait aussi dire les choses par rapport à un contexte. C'était dans un contexte littéraire, mais aussi dans un contexte politique. Mais regardons, interrogeons aussi le discours d'Aimé Césaire. Le discours d'Aimé Césaire est un discours ici qu'on peut dire qu'il peut porter un paradoxe, si ou pas, selon les intervenants. C'est une polémique qui est là. Pourquoi Aimé Césaire a été virulent? Pourquoi il a toujours défendu l'homme noir dans les Antilles, surtout en Martinique, et qu'il n'a jamais voulu de l'autonomie de la Martinique. Il n'a jamais demandé l'indépendance. Il a été maire de la Martinique durant combien d'années? Voici les questions aussi quotidiennement proposées aux élèves pour pousser un peu la réflexion. Maintenant, ce qui m'intéresserait, ce n'est pas de marquer la différence de virulence entre Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Ce qui me serait d'une grande aide, c'est de montrer à nos apprenants, à nos élèves, à nos chers élèves, que la négritude a réussi, contrairement aux idées reçues, de Pierre Loti qui a écrit le roman d'un pays, contrairement aux idées reçues de certains écrivains qui ont écrit des œuvres comme le Broussard, contrairement aux idées reçues qui sont les idées suivantes: l'homme noir est un sauvage, c'est un barbare, l'Afrique c'est le désert, l'Afrique ce sont les maladies et les guerres. Mais il faut montrer que la négritude a eu un processus, la négritude a eu une fin satisfaisante. Parce que la négritude, je parle en termes religieux, la négritude est une prophétie. Et la concrétisation de cette prophétie, c'est Barack Obama, premier président noir des États-Unis. Voici la réponse la plus complète, la plus exacte et la plus merveilleuse qu'on peut apporter aux idées reçues d'un certain nombre d'écrivains coloniaux ou de littérature exotique. Ok, mais pour résumer, qu'est-ce qu'on peut retenir, c'est-à-dire de la différence de virulence entre... on peut retenir quoi pour permettre aux élèves de noter? Pour permettre aux élèves de noter, je puis dire ceci. Césaire, comme Léopold Sédar Senghor, ont chacun, à leur façon, défendu la négritude, défendu la situation du noir. Ils ont voulu aussi une certaine égalité, une certaine reconnaissance. Il faut le noter. Ils ont voulu défendre cette cause et cette culture noire. Et d'ailleurs, on dira quelque part que la négritude est la négation d'une négation. Moins fois moins égale plus. Dire que Césaire est plus virulent, porte plus le verbe critique que Senghor, c'est quelque part méconnaître Senghor. Car Senghor dira quelque part: je déciderai tout rire Bagnagna, les mieux de la France. Quelque part, Senghor aussi a ses positions. Mais la virulence aussi dépend du terroir, dépend des situations de vie, dépend du milieu qui détermine l'individu. On peut accepter en ce moment, et surtout à juste cause, que Césaire, il a porté le flambeau. Mais Senghor aussi a porté le flambeau à sa manière. Ok, vous voulez dire que par exemple, Césaire qui est descendant des esclaves déportés durant la traite négrière aux îles Caraïbes, c'est parce qu'il a cette situation-là qui le pousse à être plus virulent par rapport à Senghor. Mais il y a aussi ce qu'on a aussi oublié de faire noter. La virulence ne vient pas de cette situation de déportation seulement. La virulence vient de cette situation de déportation, mais aussi de cette implantation dans des îles. Et vous savez, dans la littérature archipélique, une littérature caribéenne, ou bien une littérature martiniquaise, on a la notion surtout du fait de pouvoir être limité par la mer. Nous, Africains, nous voyons comment la mer, nous voyons comment l'eau. Nous voyons l'eau comme source de vie. Or, le Caribéen, le Martiniquais, il voit l'eau comme une prison. Parce que quand les esclaves, en ces temps-là, s'échappaient, l'eau, la mer était un obstacle. Ils ne pouvaient pas aller au-delà de cette mer. Cette virulence aussi peut émaner de cette situation de vie. Mais quand on regarde par exemple, vous avez parlé de cette différence, de l'histoire, une différence historique. Mais par exemple, quand vous prenez sur le plan politique, entre Senghor et Sékou Touré également, il y a une différence dans la dénonciation de la colonisation. D'autant plus que Senghor disait même à Sékou Touré que vous aimez l'Afrique d'un amour tyrannique. Vous aimez l'Afrique d'un amour tyrannique, c'est un jeu de mots. Parce que entre Senghor, il ne faut pas, vous nous avez donné deux personnalités, mais il faut savoir qu'il y avait une troisième personnalité, Léopold Sédar Senghor,
Amadou Sékou Touré, et le troisième c'est Félix Houphouët-Boigny. De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. C'était une lutte hégémonique, c'était pour le pouvoir de l'Afrique de l'Ouest. Donc il fallait que chacun puisse bomber son torse et montrer. C'était une guerre d'ego. D'ego, très bien. Et ce qui est malheureux dans tout cela, c'est à travers cette lutte d'ego, cette guerre d'ego comme vous l'appelez, on est pu oublier le peuple africain. Ce qui est désolant. Ce qui est désolant, on arrive au terme de cette émission. M. Tamba, votre dernier mot. Pour dernier mot, je puis vous remercier vous d'abord pour les efforts que vous constatez, pour les invitations que vous faites à l'endroit des enseignants, parce que aussi cette tribune que nous a donnée aujourd'hui est un plaisir de savoir échanger et de montrer aux élèves aussi que nous ne sommes là que pour eux. Et nous les invitons aussi à mieux prendre en charge cette tâche littéraire et à mieux aussi avoir la